Eh bien, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Giron et Monsieur Delhomelet de m'avoir invité à vous donner cette conférence ce soir dans le cadre du colloque Teilhard de Chardin. Le but de ce colloque, et je pense que c'est notre but à tous, c'est de mieux comprendre l'homme, de savoir qui nous sommes, avancer dans cette recherche pour essayer de mieux comprendre qui nous sommes. Et on a parlé donc d'évolution, et on va en reparler demain, on va parler d'avenir de l'homme. Et moi ici, eh bien, je vais aller dans une autre dimension. Je vais aller vous emmener bien au-delà. Alors, au-delà de notre vie sur la Terre, au-delà de nos sens, au-delà de nos premières observations. Et c'est un au-delà qui, bon, quand je vais commencer à vous en parler, ça donne l'impression que... Attendez, je préfère ne pas avoir, excusez-moi, mais si vraiment c'était possible de ne pas avoir une lumière dans la figure qui est là, ça... Oui. Ah, c'est le projecteur. Ah, excusez-moi, c'est le projecteur. Oui, donc quand je vais commencer à vous parler de ce que nous savons beaucoup de choses sur l'univers, sur la Terre, dans l'espace. On a beaucoup avancé, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous faire un petit peu pénétrer ça. Nous vivons, à mon avis, une époque extraordinaire, une période extraordinaire de l'histoire de l'humanité pour toutes ces découvertes. Et quand on aborde ces découvertes, on a l'impression tout de suite, bien, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien sur une petite terre qui tourne autour d'une étoile banale dans un univers sans fin. Et c'est là qu'à mon avis, il faut vite rebondir, et c'est pour ça que je suis tellement contente de donner cette conférence dans le cadre d'un colloque où on s'intéresse justement à l'homme et la conscience. C'est que finalement, tout ça, tout ce dont je vais vous parler, eh bien, c'est nous qui pouvons le percevoir. C'est nous qui pouvons aller grâce à nos instruments. Donc, on parlait ce matin, M. Delhomelet nous parlait des outils, des premiers outils. Donc, évidemment, on est allé beaucoup, beaucoup plus loin. Et maintenant, les hommes inventent des outils qui nous permettent de voir, d'aller bien au-delà de leur propre sens. On passe par des intermédiaires, comment dire, de construits, hein, des instruments, pour aller bien au-delà de nos propres sens, bien au-delà de ce qu'on peut observer aussi depuis la Terre elle-même. Et ça, c'est nous, c'est l'homme, c'est la conscience de l'homme. Donc il y a là une sorte de boucle qui demande, à mon avis, une profonde réflexion. Donc cette réflexion sur la conscience de l'homme, on l'a ici, mais cette conscience de l'homme dans le cadre de cet univers immense que nous découvrons petit à petit. Alors c'est là que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup à réfléchir. Il y a d'abord à apprendre à savoir l'homme face à l'univers avant la virgule dans l'espace-temps. J'ai écrit l'homme face à l'univers parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons depuis un siècle, petit à petit, découvert un univers et nous devons faire face à ça. C'est comme une sorte de dialogue finalement entre nous et l'univers pour essayer de mieux comprendre qui nous sommes. Alors la virgule dans l'espace-temps, eh bien Hilaire Giron vous en a parlé un petit peu, je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est une image par rapport à ce que nous sommes sur cette terre actuellement. Alors je vous disais, nous vivons une époque fantastique. Alors je vais vous comment dire, c'est allé très très vite, et cette évolution des connaissances depuis un siècle. Disons qu'au début du siècle dernier, au début du XXe siècle, les hommes ont commencé à construire des grands instruments, des grands télescopes pour permettre de voir le ciel plus loin et mieux et d'essayer de mieux comprendre cet univers. Et puis, il s'est passé quelque chose c'est ça qui est extraordinaire, au milieu du XXe siècle, c'est que pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité,
Et pour la première fois de toute l'histoire de la Terre, des êtres vivant sur cette Terre ont réussi à la quitter, à partir dans la troisième dimension, partir dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a, par exemple, des astronautes sur la station spatiale actuellement. La station spatiale, c'est, je ne sais plus exactement, 400-450 kilomètres au-dessus du sol. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est la moitié de la distance de Toulouse à Paris, par exemple. C'est pas grand-chose en kilomètres, mais c'est tout parce que c'est dans la direction verticale. On est allé sur la Lune. On va bientôt aller sur Mars probablement. Je vais vous montrer des images d'ailleurs de Mars. Donc ça, c'est des êtres humains. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les êtres humains qui sont allés sur la Lune, les êtres humains qui vont dans l'espace, c'est très important. Mais pour la connaissance, il n'y a pas que ça. Les robots qu'on envoie dans l'espace, les satellites, les instruments sont extrêmement importants pour la connaissance. Alors c'est important pour trois raisons. Donc la première chose, je dirais, on a des sondes spatiales qui s'en vont visiter les planètes du système solaire. Donc on va voir sur place comment c'est. Ça c'est très important pour mieux comprendre l'origine de la vie, etc. D'aller sur Mars actuellement, c'est très important. Ces sondes spatiales, elles ont des caméras à bord et ces caméras peuvent se retourner vers nous. Et comme j'aime bien le dire avec la façon de parler des jeunes actuellement, la Terre maintenant se fait des selfies par l'intermédiaire de caméras qui sont à bord de son spatial. C'est-à-dire que maintenant, l'être humain peut voir la Terre de loin comme s'il était ailleurs dans l'espace. Et ça, c'est très important, très très important pour justement mieux se situer, mieux comprendre notre situation dans l'espace. Et puis, l'autre importance, la troisième chose, du fait d'aller dans l'espace, et ça je vais vous en parler un petit peu plus en détail avec des images, c'est que la Terre est entourée d'une atmosphère qui est fondamentale, extrêmement importante pour nous. Cette atmosphère nous protège des rayonnements nocifs qui viennent de l'espace. Il n'y aurait pas l'atmosphère terrestre, nous ne pourrions pas exister. Il n'y aurait pas l'atmosphère terrestre, la vie n'aurait pas pu évoluer comme elle l'a fait. Et l'atmosphère terrestre actuelle, elle est aussi un résultat de la vie. L'atmosphère de la Terre, au début, à l'origine de la Terre, ce n'était pas du tout l'atmosphère actuelle. Il y a eu d'abord du dégazage des volcans, et puis les premiers êtres vivants, les premières algues bleues, les premiers végétaux qui ont transformé, qui ont fabriqué l'oxygène et l'ozone qui nous protègent de tous ces rayonnements nocifs. Donc tout ça, ensemble, ça nous a conduit à une meilleure compréhension de l'univers dans lequel nous existons. Et comme toujours en science, à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on comprend quelque chose, ça pose de nouvelles questions. Donc je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette conférence, mais aussi ça reste avec beaucoup de questions ouvertes. Alors avant de commencer à aller plus loin avec les images, une parenthèse importante, c'est que cette conquête de l'espace, on peut dire, même si j'aime pas beaucoup le mot conquête, a beaucoup de répercussions sur notre vie de tous les jours. Et ça, on n'en a pas souvent conscience. Alors je vais prendre un exemple. La communication instantanée sur toute la planète. Vous pouvez maintenant téléphoner et voir même sur vos ordinateurs quelqu'un qui habite aux antipodes. Vous pouvez lui parler comme s'il était à côté de vous. Ça a changé la société. Ça a complètement changé la société parce que vous avez les réseaux sociaux, les gens parlent, discutent avec d'autres gens qui ont des mêmes affinités partout dans le monde. Avant, dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait avec des gens qui géographiquement habitaient à côté. Ça a tout changé, ça a conduit à une prise de conscience planétaire. Donc on a à la fois cette image de la Terre dans l'espace et aussi cette prise de conscience planétaire qui conduit, je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'ai juste 2-3 quarts d'heure, à toutes les notions d'écologie, tout est relié. Alors, je vais... Attendez, c'est moi qui passe les... Voilà. Tout ça est allé extrêmement vite. Alors, pour vous montrer à quel point c'est allé vite, c'était assez stupéfiant.
On parlait du cheval. Ce matin, on a beaucoup parlé du cheval. Eh bien, 3000 ans avant Jésus-Christ, peut-être 3005, peut-être, bon, les hommes ont découvert qu'ils pouvaient domestiquer le cheval. Et ils ont commencé à aller à cheval, pour aller plus vite que d'aller à pied. Eh bien, je vais aller assez vite, mais le cheval est resté depuis cette époque-là comme moyen de transport principal. Alors, le cheval tout seul, le cheval en attelage, le cheval avec des carrioles, le cheval avec des carrosses, le cheval avec des diligences, voilà. Tout ça, c'est resté jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à la fin du 19e siècle. Vous vous rendez compte? Depuis 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est... la fin du 20e siècle, pardon. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Non, la fin du 19e siècle. Voilà, je suis fatigué ce soir. Non, j'avais raison, la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, il y a eu la machine à vapeur. Hein. Il y a eu la première locomotive vers, je ne sais plus, 1850 par là. Mais ce qui s'est passé... à la fin justement, dans les années 1884-86, par là, le premier moteur à explosion. Le premier moteur à explosion est l'automobile. Donc l'automobile qui très vite a pris le relais du cheval. Et peu de temps après, mais ça a été très 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 court, les premiers aéroplanes. Alors là, vous avez deux aéroplanes, celui de Clément Ader. C'est l'avion 3, le troisième, attendez, j'appuie où là pour ici, voilà. Donc c'est le troisième, mais c'est le premier, paraît-il, à avoir volé, si on peut appeler voler, mais avoir quitté le sol. Et puis les frères Wright, des Américains, ça c'était, vous voyez, 1900. Alors, j'aime bien rappeler ce qui se passait à cette époque-là. Vous aviez des gens qui étaient complètement enthousiastes. Il y avait de quoi. Ces gens regardaient ces aéroplanes, et puis, quand l'aéroplane essayait de voler, les gens regardaient les traces des roues sur le sol. Et quand il n'y avait pas de traces de roues pendant quelques mètres, ils disaient « il a volé ». Et tout le monde était vraiment à trouver ça enthousiaste, « il a volé ». Donc, est-ce que vous pouvez imaginer que ces gens-là, est-ce que ces gens-là, auraient pu imaginer que 70 ans plus tard, on allait sur la Lune? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est allé d'une manière extrêmement rapide. Alors, aller sur la Lune, voilà une des images d'une des missions Apollo. Donc, c'était une mission Apollo de 1972, donc un petit rover qui se promenait sur la Lune. Donc, la Lune, on n'y est pas allé depuis longtemps, mais on va bientôt y retourner. Il y a des idées de faire un observatoire sur la Lune. Ça va bientôt venir. Et puis maintenant, on va sur Mars. Donc c'est le rover Curiosity qui se promène sur la planète Mars. Alors ça, c'est une maquette. Donc vous voyez, c'est un petit véhicule avec il y en a plusieurs, des véhicules qui se promènent sur Mars en ce moment. Une caméra ici qui a été, alors là on est content parce qu'elle a été construite à Toulouse, cette caméra. Donc en fait, ces expériences spatiales sont maintenant toutes internationales. Il y a toujours, quand sur ce rover, il y a des parties qui ont été construites par des pays différents dans le monde. Donc ça, c'est une maquette, mais ça, c'est la réalité. Donc la réalité, là, c'est le sol de Mars. Là, vous êtes sur Mars. Vous êtes sur Mars, alors... Vous voyez les traces de pneus, vous pouvez vous souvenir de ce que je disais, des traces de roues des aéroplanes sur la Terre. Ben voilà, maintenant vous avez les traces de pneus, c'est le rover Curiosity qui a tourné sa caméra et qui a regardé ses propres traces sur le sol de la planète Mars. Et puis, il y a 2 jours, 3 jours, je ne sais plus, la sonde InSight qui porte un sismographe pour étudier la sismologie du sol martien, les tremblements de Mars. C'est posé, ça je pense que c'est la première image, ou la deuxième plutôt, de la sonde sur place. C'est donc là une caméra sur la sonde qui a pris l'image du sol martien. Elle a atterri dans une plaine pour pouvoir bien étudier ce sol. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer maintenant des images de la Terre vue de loin. Et on va partir dans l'espace, à des échelles qui nous dépassent de loin. On a du mal à comprendre tout ça.
Mais il y a aussi une échelle qu'on a du mal à comprendre, c'est l'échelle de temps. L'échelle de temps parce qu'on dit, bon, la Terre a 5 milliards d'années, l'univers a, enfin pas 4,6 milliards d'années plus précisément, l'univers a 13,8 milliards d'années. On se demande ce que ça veut dire. Alors je vais vous faire mon petit geste habituel que certains d'entre vous connaissent déjà et qui est assez impressionnant, je crois, pour se replacer dans cette histoire de l'univers. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle de l'évolution. Quand on parle de l'évolution, quand on parle de la théorie de l'évolution, par défaut, ça veut dire l'évolution des espèces sur la Terre. Mais cette évolution-là se replace dans une évolution beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, qui est celle de l'univers. Alors, mon petit geste, eh bien voilà, s'il s'agit d'étendre ses bras comme ça, avec le bout de mon index gauche ici, ça représente la naissance de la Terre, et le bout de mon index droit ici, ça représente l'époque actuelle. Donc ça veut dire que c'est le temps, ça, c'est le déroulement du temps. Les premières traces de vie sur la Terre, d'après ce qu'on sait actuellement, évidemment ce que je vous dis c'est approximatif parce que je me rapporte à là, mon corps, mais les premières traces de vie sur la Terre, c'est à peu près ça. C'est à peu près le coude ici du bras gauche, d'après ce qu'on sait actuellement. Les premiers mammifères, je ne vous parle pas des dinosaures et tout ça, ce serait trop long. Les premiers mammifères, il faut faire tout ça. Et vous arrivez au poignet du bras droit. Et les premiers hominidés dont on parlait ce matin, eh bien, il faut faire tout ça. Et vous êtes à la petite partie blanche du bout de l'ongle de votre index droit. Ça, c'est nous. Donc, vous voyez, par rapport à l'histoire de la Terre, c'est ce que je vous disais au début, je prenais mes précautions, ça donne l'impression qu'on n'est pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à ce que nous sommes, par ailleurs. Et quand la Terre est née, parce que la Terre est née, l'univers existait déjà, depuis longtemps. Donc, quand la Terre est née, l'univers avait 2 fois cet âge-là. Voilà, donc ça nous remet un petit peu dans ces échelles d'espace et de temps. Alors la Terre vue par des sondes spatiales, donc là vous avez une image de la Terre et la Lune, c'est une sonde chinoise, Chang'e 5, ça va faire 3 ans maintenant à peu près, qui a fait le tour de la Lune et qui a pris cette image. Donc là on voit la Lune, on voit le côté de la Lune, la face cachée de la Lune, celle qu'on ne voit pas d'habitude. Et puis la Terre au loin, là. Et cette image, qui est celle que je préfère, qui a été prise par la sonde spatiale Cassini, qui est donc allée au voisinage de Saturne et qui est restée très longtemps au voisinage de Saturne et qui ensuite a été envoyée dans la planète. Elle a terminé sa vie dans la planète Saturne. Elle s'est mélangée à Saturne, la sonde Cassini. Et donc, pendant qu'elle a fait toutes ces observations de Saturne, satellites de Saturne, etc., elle a pris des images de nous. Et donc, ce que vous voyez ici, le petit point qui est ici au bout de la flèche, c'est la Terre. Donc ça, c'est la Terre vue de Saturne. Voilà. Moi, je trouve cette image-là très impressionnante, parce qu'on a beau savoir que la Terre est une planète dans l'espace, quand on voit la Terre comme un petit point bleu, la vue de Saturne, de la même façon que si vous sortez le soir, si vous voyez, s'il n'y a pas de nuages et si la planète Saturne est visible, vous pouvez la voir dans le ciel. Je trouve ça impressionnant, il faut se faire à cette idée. Nous sommes là. Alors cette Terre, bon, on l'étudiait et je vous parlais de l'atmosphère. Donc là, ce que vous voyez, c'est ici, c'est un des télescopes qui nous a énormément apporté d'informations sur l'univers, c'est le télescope spatial Hubble. Et ce télescope spatial Hubble, c'est ça. Donc là, vous avez un miroir, là, qu'on ne voit pas, qui est à l'intérieur, qui reçoit la lumière de l'espace et qui le réfléchit en un point, aussi situé à l'intérieur quelque part. Et ça, c'est renvoyé par ondes jusque sur la Terre. On voit des très belles images, comme celles que je vais vous montrer après. Et ce télescope spatial, il avait cette particularité, c'était le seul, et je crois que ce sera le seul, il n'y en aura plus d'autres comme ça maintenant, à avoir une maintenance
réparation, maintenance au sens maintenance des instruments, sur place. C'est-à-dire que c'était des astronautes qui partaient dans l'espace avec une navette pour aller nettoyer, réparer, enfin faire tout ce qu'il y avait à faire sur le télescope sur place. Et ça, c'est une mission de maintenance, c'est-à-dire qu'ici, vous avez la navette spatiale, ici, vous avez le bras de la navette, et mon petit quiz là, est-ce que vous voyez l'astronaute? Non? Eh bien, l'astronaute, il est là. Il est là, vous voyez les pieds là. Il est là en train de réparer. Ça vous donne une idée de l'échelle et aussi quand même de la prouesse de ces astronautes qui sortaient dans l'espace pour aller réparer un instrument d'observation du ciel. C'est quand même extraordinaire. Et alors là, vous voyez que le télescope spatial, lui, n'est pas très loin de la Terre. Il est beaucoup plus près que Saturne, par exemple. Et donc, on voit bien la Terre ici. Là, on voit la limite entre le jour et la nuit, hein, ce qu'on appelle le terminateur sur la Lune. Bon, ben là, c'est la même chose sur la Terre. Ici, il fait nuit, ici, il fait jour. Et on voit un tout petit peu là de bleu, on distingue là, c'est l'atmosphère terrestre. Donc cette atmosphère terrestre, elle est extrêmement fine. Elle est très importante, mais elle est extrêmement fine. Elle est quelques centaines de kilomètres seulement. C'est très peu de choses et en même temps, c'est tout. Alors, je vais vous montrer maintenant, alors rassurez-vous, c'est le seul schéma, le seul diagramme que je vais vous montrer de toute la soirée. Mais j'ai envie de vous le montrer et de le discuter un petit peu pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Voilà, c'est ça ce diagramme. Alors ce que vous voyez ici, d'abord, ça c'est tous les rayonnements qui existent. Alors il faut savoir que les rayonnements visibles par l'homme, par l'œil humain, c'est très peu de choses par rapport à tous les rayonnements qui existent. Les rayonnements visibles par l'homme, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge au violet. Au-delà du rouge, vous avez l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radioélectriques. Au-delà du violet, vous avez l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Tout ça, c'est la même chose que la lumière. Il y a juste une chose qui change, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Mais sinon, c'est la même chose. Sauf que l'œil humain n'est pas capable de voir. L'œil humain ne voit que ces couleurs-là. Ici, c'est la même chose. Ça représente tous ces rayonnements qui sont là. Et ici, c'est le nombre de kilomètres au-dessus du sol où il faut aller pour pouvoir observer le ciel dans sa longueur d'onde. C'est-à-dire que ça représente la manière dont l'atmosphère absorbe ces rayonnements qui viennent du ciel. L'atmosphère nous protège de tous ces rayonnements-là. Ces rayonnements-là ne viennent pas jusqu'au sol. Par exemple, si vous voulez observer le ciel en rayon gamma, il faut aller au-delà de 40 km. Si vous voulez observer le ciel en rayon ultraviolet, il faut aller au-delà de 140 km. Pourquoi je vous montre ce schéma qui peut paraître un peu rébarbatif comme ça? C'est pour vous parler de coïncidences. Coïncidences qui ont peut-être une raison, qui ont certainement une raison, et qui viennent d'une évolution. Cette coïncidence, c'est que là, vous voyez, ça, ce sont les rayonnements, ici, cette toute petite domaine de rayonnement visible à l'œil. Ici, vous voyez les rayonnements qui viennent jusqu'au sol, ici. Et ce que vous remarquez, c'est que ce que l'atmosphère terrestre laisse passer ici jusqu'au sol, c'est exactement les rayonnements que l'œil humain est capable de voir. Ça veut dire que l'atmosphère terrestre s'est ajustée, ou que l'œil humain s'est ajusté, je ne sais pas. C'est ajusté pour que l'œil, que l'homme, puisse voir le ciel. C'est-à-dire que si on avait des yeux capables de voir dans l'infrarouge, par exemple, on se verrait les uns les autres parce que nos corps rayonnent dans l'infrarouge, on ne verrait pas le ciel. Nous sommes faits pour voir le ciel à travers l'atmosphère terrestre. Ou alors l'atmosphère terrestre est ajustée pour nous permettre de voir le ciel. S'il n'y avait pas ça, on ne verrait pas les étoiles. La nuit comme le jour, on aurait l'impression d'être dans un cocon, comme si on est tout le temps dans des nuages, et on n'aurait jamais eu cette envie d'aller voir plus loin ce qu'est l'univers. Et alors, une autre chose, c'est le soleil. Le soleil rayonne dans le rayonnement visible. Bon, quand on dit ça, on a l'impression que c'est une banalité, mais ça ne l'est pas du tout. Le soleil a son maximum de rayonnement dans l'intervalle de rayonnement que l'œil humain est capable de voir. Et le maximum est en plein milieu ici, dans le jaune-vert.
Donc l'atmosphère terrestre s'est ajustée, enfin je dis ça d'une certaine manière, on peut le dire autrement, j'en sais rien. L'atmosphère terrestre s'est ajustée pour permettre à l'énergie solaire d'arriver jusqu'au sol, et l'œil humain est capable de voir exactement ce rayonnement-là. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et on peut avant de terminer ça, même c'est que ça peut expliquer aussi ce que c'est que l'effet de serre. Donc je dis ça très vite parce qu'on parle beaucoup de l'effet de serre. C'est que le soleil qui rayonne ici a ces rayons qui arrivent jusqu'au sol, ça chauffe la Terre. Et la Terre qui chauffe rayonne une grande partie, retransmet une grande partie en infrarouge, et l'infrarouge ne ressort plus parce que l'atmosphère ne laisse pas passer l'infrarouge. Donc ça chauffe. Ça, c'est l'effet de serre, et l'effet de serre est absolument nécessaire. Si on n'avait pas l'effet de serre, il ferait très très froid sur cette Terre. Simplement, c'est un ajustement. Et quand on va plus loin, on s'aperçoit à quel point tout ça est tellement équilibré, tellement ajusté, que si on perturbe cet ajustement, ça peut devenir très grave. Voilà, donc c'est pour ça que je passais un petit peu de temps sur ce schéma. Alors bon, donc on peut voir le ciel, on peut voir les étoiles, on découvre plein de choses avec ça. Il y a tellement à dire que je vais aller vite. Simplement, si après vous avez des questions, n'hésitez pas, même sur des sujets dont je n'ai pas traité, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc on voit le ciel, on voit des étoiles, voilà des étoiles. Ici, vous avez ce qu'on appelle à nous un champ d'étoiles. Hein, comme on dit un champ de blé, bon, on a un champ d'étoiles. Et bon, ici, simplement pour dire, c'est une comète, ça. Il y a beaucoup de comètes, elles ne sont pas forcément très visibles, elles n'ont pas forcément des belles queues, mais il y a beaucoup de comètes qui passent. Donc là, il y en a une qui passait. Donc on a découvert énormément de choses pour ces étoiles. On sait maintenant ce que c'est que les étoiles, des grosses sphères de gaz chauds, qui ont, quand elles sont à l'équilibre, elles ont des réactions nucléaires à l'intérieur. C'est le cas du Soleil actuellement, fusion nucléaire d'hydrogène en hélium. Et elles transforment la matière, les étoiles, à cause de ces réactions nucléaires. On sait tout ça. On sait calculer leur distance aussi. Ça, on le sait depuis aussi le début du XXe siècle. Et la distance, il y a le temps qui va avec. Parce que quand vous voyez quelque chose, quand vous voyez une étoile, une galaxie, comme je vais vous montrer tout à l'heure, si vous la voyez, ça veut dire qu'à un moment, la lumière est partie de cette étoile ou de cette galaxie, a voyagé dans l'espace pour arriver jusqu'à vous. Et ça prend du temps. Ça prend du temps parce que la lumière voyage à 300 000 km par seconde, ce qui est très rapide, mais ce n'est pas infini, donc ça prend du temps. Donc ça veut dire que quand vous regardez les étoiles, les galaxies, tout ce que vous regardez dans le ciel, vous le voyez dans le passé. Et ça, c'est aussi quelque chose de bien comprendre, c'est qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais quoi que ce soit à l'époque où on le regarde. On voit toujours le passé. Donc quand on regarde des distances très courtes, ça n'a pas d'importance. Mais quand on regarde par exemple le soleil, il faut déjà 8 minutes. La lumière, quand on regarde la lumière du soleil, elle est partie 8 minutes plus tôt. Les planètes, ça peut être quelques heures, les étoiles quelques années, les galaxies lointaines, des milliards ou même des millions ou même des milliards d'années. Le ciel, quand on regarde le ciel, c'est une mémoire de l'univers. Alors ces étoiles, il y a eu 2 grandes découvertes récentes. La première grande découverte nous touche beaucoup. Elles vont ensemble d'ailleurs toutes les deux. La première grande découverte nous touche beaucoup, c'est qu'il y a des planètes qui tournent autour de ces étoiles. Donc le Soleil est une étoile. La Terre tourne autour du Soleil. Les autres planètes tournent autour du Soleil. Ça, c'est des étoiles comme le Soleil. Donc c'était bien intuitivement, on s'en doutait bien, qu'il y avait des planètes qui tournaient autour des autres étoiles. Mais maintenant, c'est certain. La première planète qui tournait autour d'une étoile autre que le Soleil a été découverte en 1995. Donc ça fait maintenant 23 ans. Et maintenant, donc il y a beaucoup d'instruments qui ont été envoyés dans l'espace, des instruments au sol, des télescopes et des instruments envoyés dans l'espace pour étudier les planètes autour des étoiles. On ne les voit pas directement, c'est un peu compliqué, c'est d'une manière indirecte, mais on le sait, on en est sûr. Et ce qu'on peut dire maintenant, c'est que dans le ciel, quand vous regardez des étoiles comme ça, il y a à peu près, ordre de grandeur, autant de planètes que vous voyez d'étoiles. Alors ça ne veut pas dire que chaque étoile a une planète,
Vous avez des étoiles qui n'ont pas de planètes et vous avez des étoiles qui ont des systèmes planétaires, comme le Soleil. Donc, vous imaginez, ces étoiles, elles font partie d'une galaxie, la Voie lactée. Dans la Voie lactée, je vous parle de grands... C'est vertigineux tout ce que je vous raconte, mais c'est la réalité des découvertes actuelles. Dans la galaxie, la Voie lactée, il y a 200 milliards d'étoiles comme le Soleil. Donc, 200 milliards de planètes. Et parmi ces planètes, est-ce qu'il y a des planètes qui ressemblent à la Terre? Est-ce qu'il y a des planètes où il y a la vie? Eh bien ça, c'est devenu une vraie recherche scientifique. Ce n'est plus que de la science-fiction. Avant, c'était de la science-fiction. On imaginait la vie ailleurs, on imaginait des petits hommes verts sur Mars. Maintenant, c'est devenu une vraie recherche scientifique. Donc ça, c'est la première découverte. La deuxième découverte, j'en reparlerai tout à l'heure parce qu'elle est liée à la musique. Alors, je vais passer un peu vite parce que ça, ce sont des instruments qui, simplement, pour dire que tout ça, c'est très scientifique à partir d'instruments. Là, je vous montre une image. Non, ce n'est pas une image, c'est un dessin d'artiste, de comparaison d'un système planétaire observé autour d'une étoile dont on reparlera tout à l'heure parce qu'on va faire la musique de cette étoile, qui s'appelle Muara. C'est une étoile qu'on voit dans l'hémisphère sud. On ne la voit pas d'ici, il faut aller de l'autre côté de la Terre pour la voir. Cette étoile Muara, eh bien, elle a un système planétaire autour d'elle. Et là, l'artiste, la personne qui a fait ce schéma, a superposé le système de cette étoile Muara et le système solaire. Donc, si ici vous avez le Soleil, vous avez Mercure. Terre, c'est en anglais, excusez-moi, mais Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter. Et si c'est l'étoile Muara, vous avez en violet les planètes. Donc, vous avez ici une planète qui est très près de l'étoile Muara. Ça n'existe pas, ça, dans le système solaire. Donc, en fait, il y a beaucoup de recherches. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est vraiment un type de recherche scientifique actuellement extrêmement active, d'essayer de comprendre tout ça. Parce que ces systèmes planétaires extérieurs, il y en a qui ressemblent au système solaire, il y en a qui sont différents. Là, vous avez une planète très très proche de son étoile. Là. Et puis là, il y en a une autre, vous voyez, qui est intermédiaire entre Vénus et la Terre, une autre qui n'est pas très loin de Mars, une autre qui n'est pas très loin de Jupiter. Voilà, c'est simplement pour vous faire prendre conscience de ce que ça signifie, l'existence de ces systèmes planétaires. Alors, la recherche de la vie, très rapidement, la première chose, quand on se demandait s'il y avait de la vie ailleurs que sur Terre, dans l'espace, on se disait, est-ce qu'il existe des planètes? Alors d'abord, l'idée, c'est de chercher une vie qui ressemble à la nôtre, c'est-à-dire une vie qui a besoin d'eau. On a besoin d'eau pour vivre. Notre vie est à base d'eau. Donc, évidemment, il peut y avoir d'autres sortes de vie, mais comme on ne sait pas, on va chercher une vie qui correspond à ce qu'on connaît. Donc, la première chose, c'était est-ce qu'il existe des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil? La réponse est oui, certitude. La deuxième question, c'est est-ce qu'il existe des planètes solides, comme la Terre? La réponse est oui, certitude aussi. La troisième question, c'est est-ce qu'il existe des planètes solides comme la Terre qui se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'eau liquide à la surface? Là, on peut dire oui aussi. C'est très récent, mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après si on sait qu'il y a des planètes qui peuvent avoir de l'eau, etc. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, une première chose, c'est, je vous parlais tout à l'heure de l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, il y a de l'ozone qui nous empêche d'avoir les rayonnements nocifs qui viennent du ciel. Et puis, il y a de la vapeur d'eau. Puis, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres molécules. On va chercher à voir si on peut caractériser l'atmosphère des autres planètes. Et ça, c'est une recherche qui est en train de se faire. Une recherche qui est en train de se faire très rapidement. Si vous avez vous voyez une étoile au loin, je vais vous parler que de ça parce que j'ai pas beaucoup de temps. Si vous avez une planète, la planète là, elle est en train de passer devant son étoile. Les rayonnements de l'étoile qui traversent une partie de son atmosphère. Donc, même si on ne voit pas l'atmosphère de la planète,
micro, il saute, oui. En observant la lumière de l'étoile, eh bien, on peut savoir, la lumière de l'étoile qui traverse l'atmosphère de la planète, on peut savoir s'il y a des molécules dans l'atmosphère de la planète. Ça, c'est une recherche actuelle et ça commence à se faire. Donc, c'est quand même quelque chose de vertigineux, hein, de se dire qu'on vit sur une petite planète, la Terre, et qu'il y en a d'autres ailleurs, et on ne sait pas s'il y a de la vie ou pas ailleurs. On ne sait pas. Et comme on ne sait pas, si vous posez la question à des scientifiques, ils ne pourront pas vous répondre d'une manière scientifique. Ils pourront vous répondre par conviction personnelle. Certains pensent qu'il y a forcément de la vie ailleurs, qu'il n'y a pas de raison. Et d'autres qui pensent qu'on est seul dans l'univers. Vous avez les deux possibilités encore. C'est une recherche scientifique, mais une recherche scientifique, ça veut dire qu'on ne donne pas de réponse là où on ne sait pas. Et là, pour l'instant, je vous dis, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ou pas, ou est-ce qu'on est seul dans l'univers? Nous ne savons pas. Mais il y a de la recherche qui se fait pour avancer sur ce sujet. Alors, je vais rapidement aller vite, oui, j'ai passé plus beaucoup de temps. Donc, en fait, nos étoiles, les étoiles qu'on voit dans le ciel, qui sont autour de nous, elles font partie de notre galaxie, la Voie lactée. Et vous avez, ça c'est une image qui est prise par le télescope Hubble, vous avez, qui a regardé qui a observé pendant très 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 longtemps la même région du ciel. Tout ce que vous voyez ici, tout, la moindre petite tache, tout, c'est une galaxie. Plus vous regardez loin, plus vous voyez de galaxies. Et une galaxie, ça fait, il y a des milliards d'étoiles là-dedans. Et il n'y a pas de raison que dans l'espace lointain, ça ne se passe pas comme ici. Donc vous imaginez dans les galaxies des milliards d'étoiles et des milliards de planètes. Voilà, c'est là où on en est actuellement. Je vais passer vite parce que, comme d'habitude, j'ai dépassé un peu mon temps. Donc, alors, je vais revenir à nous maintenant. Donc, c'est cet univers, on dit, je disais l'homme face à l'univers. Voilà cet univers qu'on découvre. Et il faut accepter, c'est les découvertes actuelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et qui sommes-nous pour revenir à nous? Alors d'abord, une chose, c'est que, on en parlait tout à l'heure, c'est Hubert Reeves qui disait ça, nous sommes des poussières d'étoiles. Alors pourquoi nous sommes des poussières d'étoiles? C'est parce que nos corps sont faits de molécules, des cellules, et puis on descend, donc des molécules, l'ADN en particulier, et puis d'autres. Des molécules, c'est fait à partir d'atomes. Les atomes, c'est des noyaux avec des électrons autour. Ces atomes-là, ils ont été fabriqués, ça c'est aussi une découverte du XXe siècle, et c'est important. Ces atomes dont nous sommes faits ont été fabriqués dans les étoiles avant la naissance du Soleil et de la Terre. Les étoiles ont des réactions nucléaires et elles transforment la matière. Et par exemple, le carbone, on a en nous du carbone, de l'oxygène, tout ça. Ce carbone, il ne s'est pas fabriqué sur la Terre. Ce carbone, il n'a pas été fabriqué dans le Soleil. Ce carbone, il était là avant. Il était là dans un grand nuage de gaz, comme ça, dans lequel le Soleil et les planètes se sont formés. Et si tous ces éléments-là qui nous constituent étaient dans ces grands nuages de gaz, c'est parce que il y a des étoiles qui fabriquent ces éléments, les étoiles évoluent, beaucoup d'étoiles explosent à la fin de leur existence, les éléments retournent dans l'espace, et il y a d'autres étoiles qui se forment à partir de là. C'est ce qui va se passer pour le Soleil aussi. Le Soleil, dans 5 milliards d'années, il ne va pas exploser, mais il va grossir. Et en fait, tous les éléments, tout ce que nous sommes, les éléments, je dis bien les éléments dont nous sommes faits. Je ne parle pas de la conscience. Là, on va rebondir là-dessus après. Mais les éléments physiquement dont nous sommes faits, ils vont repartir à l'espace. Peut-être il y a d'autres étoiles plus tard. Peut-être il y a d'autres planètes qui vont se former à partir de ces éléments. C'est vraiment un destin cosmique. Alors, les étoiles se forment dans ces grands nuages de gaz. Bon, voilà, c'est comme ça. Et quand une étoile se forme, voilà une naissance d'étoile. On voit, grâce aux instruments qu'on a, au fait qu'on peut aller dans l'espace pour observer le ciel, eh bien, on voit des naissances d'étoiles. En fait, il y a un disque en général, c'est ce qui va donner un système planétaire. C'est normal qu'une étoile se forme avec un disque autour qui va donner un système planétaire, et au centre, l'étoile, la sphère qui va devenir une étoile. Donc les étoiles se forment comme ça.
Et là encore, je passe un peu vite. Quand, à la fin de l'existence des étoiles, voilà ça ici, ça c'est ce que va devenir une de ces images, il y en a plein d'autres, ce que peut devenir le Soleil à la fin de son existence. Donc ça veut dire que tout ça faisait partie d'une étoile, parce que vous savez, on observe beaucoup d'étoiles dans le ciel, mais on observe des étoiles jeunes, des étoiles vieilles, des étoiles qui naissent, des étoiles qui meurent. Donc on peut vraiment reconstruire l'histoire des étoiles, savoir comment tout ça se passe. Là, il y a quelque chose qui est vraiment connu grâce à toutes ces observations. On voit des milliers et des milliers d'étoiles, donc on peut observer tout ça, on peut comprendre tout ça. Donc là, ici, par exemple, toute cette nébuleuse, là, ce nuage de gaz, c'était une étoile comme le Soleil. Et à la fin de son existence, il y a toutes les régions extérieures, ça gonfle, ça devient quelque chose comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Hein, disons, la forme, il y a plusieurs formes possibles. Et au centre, une petite étoile qui reste, et qui était le cœur de l'ancienne étoile. Donc le Soleil, le centre, les parties centrales du Soleil vont se contracter et refroidir tranquillement, les régions extérieures gonfler et englober probablement les planètes qui sont autour. Et ensuite, donc dans ces nuages de gaz, il y a des éléments qui se sont fabriqués dans les étoiles pendant leur existence, et après, il y a d'autres étoiles qui vont se former à partir de là. Alors, dire que nous sommes des poussières d'étoiles, et je vais terminer avec ça, dire que nous sommes des poussières d'étoiles, c'est... Bon, ça a beaucoup plu. Hein, les gens l'aiment bien, cette image d'Hubert Reeves. Moi, je trouve qu'il faut aller bien au-delà de ça. Parce que si on dit que nous sommes des poussières d'étoiles, parce que nos éléments, les éléments dont nous sommes faits, les éléments dont sont faits nos molécules, viennent du ciel, viennent des étoiles. Ça, c'est un fait scientifique, c'est une découverte, ça c'est vrai. Mais nous sommes beaucoup plus que ça. Nous ne sommes pas un tas d'atomes, pas plus qu'un immeuble est un tas de briques. Nous ne sommes pas un tas d'atomes, nous sommes faits d'atomes, mais qui sont organisés en molécules, les molécules organisées pour former aussi ces molécules d'ADN. Et nous sommes bien plus que ça. Nous sommes bien plus que ça. Et justement, on a toutes à la fois ces découvertes du fait que nous sommes, par rapport au temps, par rapport à l'espace, peu de choses. Sur une petite planète qui tourne autour d'une étoile banale, et il y a beaucoup d'autres planètes comme ça dans l'espace. Pendant un temps court, ça fait pas longtemps que nous sommes là sur la Terre. Quelques millions d'années, ça nous semble énorme, mais par rapport à quelques milliards d'années, c'est pas grand-chose. Mais c'est nous qui avons la conscience et c'est nous qui avons la capacité de concevoir tout ça. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Comment? Eh bien, la question est ouverte. Et la question, elle rejoint pour moi tout ce qui se passe ici et tout ce qu'on est en train de discuter pendant ces 2 jours. Nous savons d'où viennent nos atomes, mais nous ne sommes pas que ça. C'est pour ça que je réagis, je parle de ces poussières d'étoiles, mais je réagis par rapport à cette façon poétique d'exprimer ce que nous sommes par rapport au ciel, que notre destin est céleste, etc. Nous sommes beaucoup plus que ça, et que sommes-nous? Voilà, je vais terminer sur une interrogation, parce que c'est ça qui est pour moi toute la discussion. Simplement, je trouve que c'est important, quand nous réfléchissons à que sommes-nous, quand nous réfléchissons à la signification de la conscience, de se replacer dans la réalité de l'univers immense qui nous entoure. Nous ne sommes pas confinés sur un petit bout de sol qui ne bouge pas avec tout l'espace qui tournerait autour de nous. Non, pas du tout. C'est nous qui sommes sur une petite planète qui tourne dans l'espace autour d'une étoile banale, et il y a des milliards d'étoiles comme la nôtre. Donc je crois qu'il faut avoir ça en tête quand on réfléchit à ce que nous sommes. Et j'ai envie de terminer par ce que j'ai dit au début. Je vous remercie de m'avoir invité dans ce colloque pour partager cette ouverture, et qui est une interrogation profonde chez moi aussi.
hein. J'ai envie de mieux comprendre qui nous sommes compte tenu de tout ça. Il y a vraiment quelque chose, une question qui se pose d'une manière peut-être un petit peu différente de la manière dont on pouvait la poser il y a un siècle, même si c'est la suite de ce que des interrogations humaines depuis toujours. Là, il y a quand même quelque chose qui se rajoute et dont on doit avoir conscience. Merci.